Amis madridistas, bonsoir. Et bonsoir à tous les autres. Parlons Real, l'émission qui traite sans concession de toute l'actualité du Real Madrid. Au sommet ce soir, le Real Madrid éliminé en Copa, la Liga, dernier titre à la portée du Real Madrid, point d'interrogation, la signature de Alaba, le départ de Jovic, Odegaard a demandé à partir, et pour terminer, la question qui tue sous forme de débat, et vous la découvrirez dans la dernière partie de l'émission. Avec moi ce soir, le toujours élégant Mohamed Batal, bonsoir. Bonsoir Taïeb, bonsoir Attal, bonsoir tous les amis madridistas. Et l'ambassadeur permanent de Zinedine Zidane, j'ai nommé le docteur Mohamed Attar, bonsoir. Bonsoir à tous, à la Madrid. Alors, en transition depuis 2018, sans recrue en 2020 pour cause économique, la Copa semblait un titre à la portée du Real Madrid. D'autant plus que ce trophée fuit le club royal depuis 2014 et le fameux bip-bip de Gareth Bale. Et patatras, c'est l'élimination en 16e de finale contre Alcoyano, un club de Détroit. C'est Mohamed Batal à qui la cause à tout le monde. Pour revenir sur le match de la Copa, donc je vais regarder rapidement la formation qui est alignée par Zinedine Zidane. Je vois qu'il a fait un grand turnover et fait rentrer beaucoup de joueurs qui n'ont pratiquement pas joué beaucoup de matchs, à l'image de Odriozola, Militao, le jeune Marcelo, le jeune Victor en défense et Marcelo sur le flanc gauche, et en attaque Mariano Diaz. Donc oui, il a une grande part de responsabilité d'aligner beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup de matchs en jambes. Et ce qui fait que, voilà, il n'y avait pas cette harmonie. On le voyait clairement. Et aussi ces changements très tardifs, lorsqu'il a essayé de commencer à faire rentrer Benzema, Kroos, Asensio et Hazard, ça n'a pas apporté ses fruits. Donc, l'entraîneur a une grande responsabilité dans l'élimination de la Copa. Est-ce qu'il a sous-estimé l'équipe adverse? Pour moi, on ne jouait à ce jour que la Copa et la Liga, bien sûr, en attendant la Ligue des Champions. Donc, il fallait tout miser sur la Copa. Il faut dire aussi. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord, hein. Les Madridistas reprochent à longueur de journée à Zinedine Zidane de ne pas donner leur chance aux jeunes, en titulaire, de toujours aligner son 11 type de vétérans. Et maintenant, quand il fait rentrer des jeunes, il lui reproche ça, limite, il insulte. Ça, pour moi, pour moi, la responsabilité est partagée entre entraîneurs et joueurs. La responsabilité n'est pas uniquement celle de l'entraîneur parce que jouer face à une équipe de troisième division, normalement, les joueurs de qualité du Real Madrid doivent gagner même sans entraîneur. Ça, c'est une vérité. Après, c'est vrai, les joueurs sur le terrain n'étaient pas au niveau. Il y avait un Isco qui n'était pas au top, un Marcelo derrière avec des Lucas Vasquez qui n'était pas à son meilleur niveau. Donc, il ne faut pas dire... Alors, ce que je veux dire, c'est que pour une fois, Marcelo a bien joué. Non seulement il a bien joué, mais il a rempli son rôle, notamment sur le deuxième but de l'équipe adverse, où on voit bien qu'il y a une vidéo qui le montre en train de dire à Junior de revenir, et il ne revient pas, on prend le but. Le problème, c'est que ces joueurs-là, et c'est ce que je voulais dire, non seulement ils n'ont pas beaucoup joué, mais ils n'ont pratiquement jamais joué ensemble. Et c'est ça le problème. Est-ce que c'est le joueur? Ben oui, il y a une image de Marcelo et Isco qui a mis en colère les Madridistas. Une image de Marcelo et Isco à la fin du match qui rigolent sur ce score. C'était pas la réaction qu'attendaient les Madridistas, mais tout au contraire, il fallait montrer la grinta et jusqu'au bout arracher cette victoire. C'est dommage. C'est dommage parce que le match était à la portée et c'était une petite équipe à battre. Les joueurs n'étaient pas au niveau.
Le problème, c'est que c'est récurrent pour le Real Madrid depuis 2000, puisque c'est la 5e fois que le Real Madrid s'incline en Copa en face d'un club de 3e division. Je rappelle en 2001 contre Toledo, 2009 contre le Real Union, 2010 Alcorcón, 2016 Cadiz et 2020 Alcoyón. De toute façon, ce qu'il apparaît, c'est qu'il y a certainement un divorce entre certains joueurs et le coach. Alors, excite la Supercoupe d'Espagne et la Copa del Rey. On dit toujours que le Real Madrid joue sur tous les tableaux, mais le Real Madrid est-il en mesure de remporter encore cette Liga, ou alors c'est l'année blanche dès le mois de janvier? C'est Mohamed Atta. Très dur. La Liga est possible, oui, mais très difficile. Très difficile parce que, de un, la forme du leader actuel, l'Atlético Madrid, est exceptionnelle. Ils savent maintenant, dans ces circonstances, comment gagner des matchs, mais la Liga reste possible dans le sens où, si le Real Madrid gagne les matchs restants et l'Atlético perd les matchs, l'Atlético va faire face aux géants de la Liga, va faire face au Real Madrid et va faire face au FC Barcelone. Et moi, je pense que si le Real Madrid persiste, travaille, ne lâche pas cette Liga, c'est possible, c'est vraiment possible. Mais de toute façon, je ne pense pas que son sort soit entre ses mains, puisque le Real Madrid accuse déjà 7 points de retard et avec un match en plus par rapport à l'Atlético. C'est-à-dire que si l'Atlético le gagne, il sera à 10 points. Si Mohamed Batal, qu'est-ce que tu en penses? Concernant la Liga, je vais être moins optimiste. Ou alors la Liga ou autre chose. Est-ce qu'il y a encore moyen de gagner un titre? Alors, pour être honnête, je vais être moins optimiste que Attal par rapport à la question de la Liga. Tout simplement, c'est ce qu'on a évoqué durant le premier numéro. Est-ce que ce groupe est capable de jouer sur tous les calendriers? La réponse est venue juste après, avec le match de la Copa et la Supercoupe aussi, où on s'est fait éliminer. Donc, ce groupe n'est pas capable de jouer avec un rythme de 3-4 matchs, euh, avec un match tous les 3-4 jours. Donc, c'est difficile avec une attaque qui est fébrile, qui ne marque pas beaucoup de buts, et avec une défense, même si c'est la deuxième meilleure défense en Liga, mais ça reste vulnérable sur la manière de prendre des buts, non pas le nombre de buts, bien sûr. Donc, non, je ne pense pas que le Real puisse aller jusqu'au bout et remporter ce titre parce que l'Atlético peut faire un faux pas, peut faire 2 faux pas, mais il ne va pas enchaîner 4 défaites pour que le Real puisse revenir premier au classement, sachant que le Real doit gagner tous ses matchs et Voilà. ne faire aucun faux pas. D'autant Je plus. veux juste aussi partager avec vous. Il y a une information qui circule ou qu'a partagé Onda Cero sur les réseaux sociaux. Il y a une idée qui circule dans le vestiaire du Real Madrid. Au cas d'une victoire, dans le cas d'une victoire face à l'Atlanta, les joueurs pensent qu'il va leur rester juste 5 matchs pour gagner la Champions League, 5 matchs possibles pour eux. C'est l'idée qui circule dans le vestiaire du Real Madrid. De toute façon, c'est un choix cornélien, parce que si le Real Madrid table sur la Liga, il va falloir qu'il lâche du lest contre l'Atalanta. Et s'il va choisir la Ligue des Champions, il va falloir qu'il lâche du lest en Liga. Mais s'il lâche du lest en Liga, il n'a que 3 points de plus par rapport à son premier poursuivant, qui est le Barça, et ça risque de mal se terminer. De toute façon, c'est une mauvaise année pour le Real Madrid. On l'a dit, on le redira, c'est certainement à cause d'un effectif qui est très pauvre et en nombre et en qualité. Alors, on va passer à autre chose. On dit qu'Alaba est au proche du Real Madrid. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il va vraiment signer? Ou est-ce que la direction fait pression sur Sergio Ramos dans le bras de fer qui dure depuis déjà quelques mois, restera, ne restera pas, parce que Sergio Ramos refuse toutes les offres que le Real Madrid lui a fait jusqu'à maintenant. C'est Mohamed Batal.
Concernant le dossier d'Alaba, pour moi, je suis plutôt d'avis que ce soit une réalité au lieu de faire un moyen de chantage pour Sergio Ramos, pour la Pression. simple raison que le club a besoin de signer un défenseur central. Et dans le cas d'Alaba, ce sera non seulement un défenseur central, mais aussi un joueur polyvalent qui peut jouer comme arrière-gauche, qui peut aussi jouer au milieu. Donc, ce qui faisait la force du Real Madrid lorsqu'il avait remporté les Ligues des Champions, c'est qu'il y avait une compétition dans le poste du défenseur central. Là, on voit que malgré le fait que Varane fasse beaucoup d'erreurs, il est toujours titulaire et donc les remplaçants Militao ou Nacho ne sont pas capables de le devancer. Et le recrutement d'Alaba, pour moi, ce serait plus une réalité que autre chose. C'est Mohamed Attal, comment vois-tu cette histoire-là? Réalité ou pression? Marca, Marca a déjà fait une spéciale à Alaba et a déjà affirmé qu'Alaba a donné son accord pour aller à Madrid et qu'il a déjà passé sa visite médicale. Son agent a dément cette information, mais s'il y a accord, il sera probablement en début de mercato estival. Est-ce que c'est une bonne idée? Parfaitement. Excellent. C'est un très bon joueur. C'est un Galactico. Je pense que c'est une très bonne idée. Après, si c'est juste un coup de pression pour Ramos, oui, c'est possible. C'est possible. Alors, nous passons au départ de Jovic, qui a été acheté 60 millions d'euros à l'Eintracht Francfort. Il vient d'être prêté à son club d'origine. Je vous rappelle qu'il a participé à 4 matchs sur 18 en Liga cette saison. 33 minutes de match pour lui, 33 minutes de jeu. Et un seul match en Ligue des Champions, 10 minutes. Alors, juste après ça, le Jovic a joué 2 matchs avec son club d'origine. Il a déjà marqué 3 buts. Alors, comment on peut expliquer ce décalage? C'est Mohamed Batal. Alors concernant le cas de Jovic, je reviens déjà sur le choix de recruter Jovic. Donc, qui a donné le feu vert pour faire venir ce jeune à 60 millions? Donc, il y a déjà la direction technique qui a soumis le dossier à Zinedine Zidane, qui a sa part de responsabilité dans le choix et le recrutement de Luka Jovic. Donc, si on revient sur l'utilisation de Luka Jovic qui a été très peu, donc elle peut-être se justifie par la bonne forme de Karim Benzema, mais pour moi, Zidane, il a sa part de responsabilité pour la simple raison qu'il savait déjà que Jovic était un joueur box-to-box, donc il fallait mettre en place un schéma tactique qui va être axé sur des centres précis, bien faits, pour que Juvis puisse faire son rôle, qui est le rôle de la finition. Malheureusement, on voit que les joueurs du Real, ils ont perdu cette qualité à l'image de Marcelo ou bien même de Vinicius qui peut dribbler tout le monde, mais qui peut faire un centre qui est raté. Et donc, on voit que Jovic n'a pas eu les moyens de réussir dans ce contexte-là. C'est Mohamed Batal. Alors, c'est Zidane ou c'est lui qui n'est pas bon? Je commence par la dernière phrase de M. Mohamed Batal. Jovic n'a pas eu les moyens de réussir dans ces conditions, pas à cause de Zidane, mais il a résumé clairement aujourd'hui lors de sa conférence de presse. Lui, Jovic, il a dit que mes causes d'échec au Real Madrid, de ce passage au Real Madrid, c'est à cause de 3 choses. C'est la première chose, la malchance. La deuxième chose, mes blessures au moment où il pouvait être titulaire quand Benzema n'était pas là. Et troisièmement, il avait des problèmes dans sa vie privée. Donc, pour dire clairement ou exclusivement que c'est la faute de Zidane, je ne pense pas, parce que Zidane, lui, a donné quand même sa chance. Et c'est vrai, Jovic l'a résumé, il a dit beaucoup de malchance et des blessures. Mais
Mais je reste convaincu que Jovic va certainement revenir l'été prochain et il sera de retour à son niveau. Ben justement, cette déclaration qui est quand même qui arrondit les angles et pour l'entraîneur allemand et pour Zinedine Zidane, c'est que Jovic n'est pas encore un joueur du Real Madrid, mais qui joue avec l'Eintracht Francfort. Donc, il ne dit pas de mal de toute façon. Je reste persuadé que c'est un discours de circonstance. Alors maintenant, nous allons passer à Odegaard qui a demandé à partir. Et cela, d'après ce que j'ai lu, après le match contre Bilbao à Malaga en demi-finale de la Supercopa, Odegaard va demander de partir car il a estimé que c'était la goutte qui a fait déborder le vase, puisque Zinedine Zidane ne lui a même pas demandé de s'échauffer alors que le club perdait. Je rappelle que Odegaard a participé à 7 matchs sur 18 en Liga, 89 minutes, soit 13 minutes en moyenne, et il a participé à 2 matchs en Ligue des Champions, 45 minutes. Il est en route vers Arsenal. Rien n'est encore officiel, mais je pense que c'est fait. C'est Mohamed Attar. Et ça va faire la transition pour la prochaine étape de l'émission. Encore une fois, un jeune qui demande à partir et qui ne veut pas jouer au Real Madrid. Comment tu l'expliques? Bah, pour expliquer ça, faut revenir aux bases, comme on dit. Zidane a demandé à Odegaard de revenir l'été dernier lorsqu'il a appris que le Real Madrid n'allait pas lui offrir le mercato dont il avait besoin. Donc Odegaard est venu, c'était pas le besoin du Real Madrid, mais il était d'accord qu'Odegaard au début reste une autre saison à la Real Sociedad comme qui était prévu au début. Odegaard allait rester 2 saisons à la Real Sociedad, puis il allait revenir en étant mûr. Donc, quand le Real Madrid n'avait pas recruté, n'avait pas le droit ou les moyens, on va dire ça, vu la crise financière, n'avait pas de recruter les joueurs dont on avait besoin, Zidane a rappelé Odegaard. Puis, je vais enchaîner rapidement. Odegaard, quand il est revenu au Real Madrid, lors des premières semaines, il n'était pas prêt à 100%. Il revenait d'une blessure. Mais Zidane a quand même parié sur lui. Il l'a titularisé face à la Sociedad et Betis, si je me rappelle bien. Et puis, Zidane n'était pas à l'aise avec cette formation, vu les résultats ne suivaient pas non plus. Martin n'était pas au top aussi. Puis, Zidane est revenu à l'ancien schéma tactique, au 4-3-3, et là, Modric était extraordinaire. Il était vraiment rocambolesque. En plus de ça, j'explique cette malchance encore d'Odegaard par ses blessures. Odegaard a été absent à cause de blessures pendant 10 matchs. Je rappelle qu'en 10 matchs, il était blessé le 1er octobre. Il a manqué 3 matchs. Et puis, en décembre, 2 matchs, c'était pas en sa faveur. Donc, la goutte qui avait débordé le vase, c'était la défaite face à Shakhtar et la forme de Modric. Puis Modric a pris sa place et les problèmes physiques d'Odegaard, genoux, plus 2 blessures musculaires qui lui ont fait rater 10 matchs, plus la forme extraordinaire de Luka Modric à 35 ans, c'est ce qui a fait à Odegaard de perdre sa place. Et maintenant, il part à Arsenal pour regagner confiance et peut-être être prêt pour les saisons prochaines. Il est toujours jeune. Il est toujours très, très jeune. C'est Mohamed Bata. Tu es d'accord ou pas avec notre ami? Pas tout à fait d'accord sur ce point-là, pour la simple raison, si on revient encore une fois, qui a fait le choix de faire revenir Odegaard, pour une raison de manque de mercato ou non, fallait déjà prévoir qu'il y aurait une concurrence au milieu et être clair dans le discours de dire, par exemple, tu seras une pièce de rechange et à ce moment-là, ça sera clair pour Martin qu'il va pas jouer un rôle important et ce serait plutôt Kroos et Modric qui vont être
titulaire. Alors, en plus de ça, il y avait un autre jeune à lancer, ou plutôt à faire jouer au milieu, qui est Valverde. Et n'oublions pas que Isco est toujours un joueur du club et que Zidane essaye de relancer plusieurs fois. Donc, encore une fois, ce sont des choix tactiques. Parce que si on revient sur le début de la Liga, et effectivement, comme a dit c'est Mohamed, c'est que Odegaard, il a quand même joué des matchs titulaires. Ça veut dire quoi? Si l'équipe entière n'était pas en forme, donc ce n'était pas la faute du jeune qui vient de revenir au club et que ce n'était pas le seul à pénaliser, fallait à ce moment-là faire une rotation peut-être et lui redonner sa chance. Sauf que depuis cette phase où il a été titulaire 2 ou 3 matchs au maximum, on n'a plus revu Odegaard dans les 11 de départ. Et en plus de ça, il y avait certains matchs, comme à l'exemple de match de l'Atlético Bilbao, où l'équipe perdait et Zidane ne lui a même pas donné la chance de participer au match. Pour un jeune qui avait été toujours titulaire à la Real Sociedad, qui a fait une excellente saison, je pense que il avait le mérite de jouer. Pas la peine de le comparer ni à Kroos ni à Modric, mais au moins d'essayer de le relancer après cette mauvaise phase du début. Donc, Alors, pardon, vas-y, oui, continue. je voulais dire juste que Zidane, encore une fois, il a sa part de responsabilité. Alors, nous passons à la question qui tue. Et la question est la suivante. Zinedine Zidane est-il un frein pour les jeunes au Real Madrid? Alors, vous allez plutôt débattre. Et vous aurez chacun 1 minute pour donner vos arguments. Et au bout d'1 minute, je vous arrêterai et on reviendra. Alors, si Mohamed Bakal, tu vas commencer, tu te prépares et au top, tu démarras. 1, 2, top. À mon avis, Zidane n'est pas un entraîneur qui mise beaucoup sur les jeunes pour la simple raison que si on regarde la formation actuelle, il n'y a que Courtois et Mendy qui sont des nouveaux éléments. Alors, et il a toujours fait confiance au groupe Alpha avec lequel il a remporté beaucoup de titres. Donc, peut-être il a ses raisons. Je ne sais pas si le fait de ne pas vouloir subir la pression des résultats qui vont peut-être manquer s'il donne beaucoup de minutes de jeu aux jeunes pour leur donner cette confiance. Mais à mon avis, à un certain moment, il faut se poser la question sur les choix de casting parce que le groupe des trentenaires qui sont Modric, Ramos, Benzema, Kroos, ils ne peuvent pas enchaîner tous les matchs. Et si tu ne donnes pas cette sensation aux jeunes que tu leur fais confiance, qui sont partie prenante, ils vont pas te suivre. Si Mohamed Attar, c'est à toi. Zidane a lancé Mendy et Valverde. C'est des joueurs qui sont très jeunes. Ils disent aussi que Zidane insiste uniquement sur les vétérans. Il remet Vasquez titulaire après de mauvais matchs. Il a remis Vasquez titulaire après la déroute en Supercoupe, même quand Vasquez était responsable de 2 buts. Mais aussi, il insiste sur Vinicius. Il le remet encore titulaire quand il fait de mauvais matchs. Quand il fait un mauvais match, il le remet la prochaine fois en tant que titulaire. Zidane, on ne dit pas que Zidane, on ne peut pas dire que Zidane ne fait pas confiance aux jeunes. Au contraire, Zidane cherche des résultats. Pour chercher des résultats, il faut mettre le meilleur 11 pour gagner un match. On ne peut pas aligner uniquement un 11 jeune pour faire plaisir aux gens, mais les Madridistas reprochent à longueur d'année, à longueur de la journée, à Zizou de ne pas donner leur chance aux jeunes. Mais en tant que titulaire, laisse-moi terminer, mais quand il aligne les jeunes et il perd, c'est sa faute. De toute façon, vous pouvez réagir à ce débat, vous pouvez donner vos impressions, vous donner vos arguments sur le poste de l'émission.
et vous pouvez voter soit pour l'un, soit pour l'autre. Vous votez un pour Mohamed Batal ou alors deux pour Mohamed Attar. En ce qui me concerne, je vais le dire ce que j'ai dit en septembre 2019. Zinedine Zidane a fait le choix, a fait un choix personnel, a fait un challenge personnel de regagner avec son équipe alpha, c'est-à-dire avec les plus vieux, plutôt que d'opter pour un véritable projet. Parce que